Chérif. Gna, partenaire. Comment vas-tu? Très très bien. Notre invité spécial, Edem. Edem Delgado. Comment vas-tu toi? Ça va bien. Et Ça toi? va? Ça va. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Un plaisir pour moi d'être là. Donc bonjour chers internautes. Bonjour Gna. 8e édition des Job Stories, si je ne raconte pas n'importe quoi. Non. Donc aujourd'hui, nous recevons Edem Delgado Betoglo qui va partager avec nous, qui a accepté gracieusement de venir partager son expérience avec nous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la reconversion, enfin de la réorientation, je vais dire, professionnelle. Mais déjà, avant de démarrer, on va laisser Edem se présenter rapidement à nos internautes. Edem, s'il te plaît. Avant même la présentation, elle a dit 8e numéro. Est-ce que le Sénégal n'est pas le 8e pays que tu as visité? Bon, tu le diras dans la présentation. Tu le diras dans la présentation. Ça, c'est une question piège. Question piège. Donc, Alors moi c'est Edem Betoglo. Delgado, c'est mon second prénom caché. c'est ton nom de scène? Oui, c'est mon nom de scène. Bon, il n'est plus caché hein, parce que Chérif l'a diffusé un peu partout sur les réseaux sociaux, donc là c'est mort. Alors actuellement, je suis coordonnateur de projet au Comité national de lutte contre l'étabagisme. D'accord. Donc je travaille avec le ministère de l'Éducation en fait. En France, hein? En France. D'accord. À Paris. Et avant j'étais à samsa.fr depuis les cours et avant ça j'étais à l'UNESCO. D'accord. De l'UNESCO. Alors j'ai eu un parcours assez intéressant à mes yeux, bien évidemment, parce que j'ai un parcours en sciences. Même à nos yeux, c'est pour cela que tu es là. C'est là en fait. Alors j'ai un parcours en sciences juridiques d'abord, et ensuite j'ai enchaîné avec les relations internationales. D'accord. Et je ne me retrouvais pas très bien. Et du coup je me suis dit, il me faut quelque chose qui pourrait me permettre non seulement de pouvoir intégrer le monde professionnel, mais pour être assez mobile d'un point de vue professionnel. Pour moi, c'était important d'être En phase, d'être en phase en fait avec ce que tu fais, de suivre ta passion. Exactement. Et donc, du coup, j'ai cherché des formations, mais je n'en trouvais pas vraiment en fait à Dakar qui concordait avec ce que je voulais faire. Et j'avais postulé à une formation en fait à Paris-Sorbonne en coopération internationale. Ça a marché. Mais là encore, lorsque je termine, je me rends compte qu'il me manque encore quelque chose. Et là, je revois mes expériences et je me rends compte qu'en fait, j'ai eu que des expériences en communication des organisations. Rien qui soit vraiment lié au droit pur et simple. Ok. Et je me suis rendu compte aussi en fait que je me débrouillais très très bien, que j'apprenais très vite en fait tout ce qui est. Et que tu aimais ça en réalité. Voilà, que je m'épanouissais en fait dans ce milieu professionnel en fait et dans ce monde qui venait vraiment vers moi, mais que je repoussais sans m'en rendre compte en fait. Oui, parce qu'en réalité, toi, au départ, tu avais donc un projet professionnel. Donc, tu as fait des études en droit. Après, tu as dit tu as fait relations internationales. Je pense ce qui est lié, hein, parce que c'est en droit de ligne. Et donc, je peux comprendre en fait qu'il rejette ça s'il se dit que ça ne correspond pas à ce dans quoi je me projette au départ. Ok, moi en fait ce que je vois, déjà merci Gna de nous avoir chopé. Tu es là pour combien de temps? Une semaine? Je suis là pour une semaine. Très bien. Le balcon a la chance donc j'ai l'opportunité de parler de toi. Ce qui me séduit, c'est que rares sont les étudiants qui ont un projet professionnel. Ça veut dire les gens, ils étudient parce que voilà, il faudrait faire quelque chose, mais après ne se projettent pas dans le temps. Donc voilà, je suis agréablement surpris donc, quand je vois quelqu'un qui d'emblée se dit, ok, voilà là où je veux aller, même si mon CV aujourd'hui, je veux dire, ne réunit pas l'ensemble des conditions pour pouvoir travailler dans ces organismes-là, parce que les différentes entreprises que tu as citées, c'est de grosses organismes. Et je pense que tu en as fait un choix. Okay? Tu n'as pas
déposer aujourd'hui chez Coca-Cola, chez Nestlé, voilà, tu as ciblé tu as vraiment ciblé des organisations. Mm. Je veux dire, qu'est-ce qui t'a poussé à aller donc vers ces genres d'entreprises ou d'organisations? Alors, à la base, j'ai toujours voulu en fait travailler au sein des organisations internationales. Déjà. Tu savais dès le départ ce que tu voulais faire? Oui, dès le départ. C'était d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait les relations internationales. Mais là, je me suis rendu compte que c'était très insuffisant parce que c'est pas que le diplôme qui parle en fait. Et je m'en suis rendu compte après. Et du coup, je me suis dit, lorsque je me formais en fait à Dakar, j'ai travaillé avec Oxfam ici sur un projet minier justement pendant 10 mois. Sur justement tout ce qui est... Pendant que tu faisais tes études en même temps? Je faisais mes études. D'accord. Et tu étais où à l'université Cheikh Anta Diop? J'étais à ISM. Ok, à ISM. Ce qui nous renvoie d'ailleurs au point qu'on avait la dernière fois, qu'il faut acquérir de l'expérience pendant qu'on fait ses études. C'était pas facile, mais c'était bien parce que ça m'a formé. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment plongé dans l'univers que je recherchais depuis. C'est un peu comme si vous recherchez quelque chose, vous n'arrivez pas à le trouver. Et là, du coup, vous mettez le pied dans un plat et vous commencez à aimer l'eau chaude qui vous touche. C'est joli ça comme métaphore. Le thé chaud, mais ça vous fait plaisir. Oui. Parce que vous vous sentez vraiment à l'aise là-dedans. Tu te dis, je suis arrivé là où je commence à voir là où je voulais arriver. Exactement. Alors, ce que je peux dire, ce qui est très important à savoir, c'est qu'il faut s'épanouir dans son travail. Moi, c'est ce qui m'est important en fait. S'il s'agit juste d'être diplomate et après de ne pas se sentir à l'aise face aux problématiques qu'on rencontre et tout, parce qu'on ne se sent pas à l'aise dans son travail alors qu'on gagne très bien sa vie, je trouve que c'est très 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 dommage. Et je voudrais être en phase aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, parce que je pense que les deux sont forcément liés. Si tu n'es pas content en fait au bureau, tu peux pas être heureux dans ta vie. Pour moi, tout est lié, il faut vraiment qu'on fasse attention à cela. On est vraiment d'accord sur ce point, effectivement. Bon, est-ce que pour toi également le gain ou l'argent est quelque chose d'important pour l'épanouissement personnel? Ça me rappelle des sujets des sujets de seconde. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Débattons ça, fait-il le malheur? Fait-il le malheur? Alors, selon moi, l'argent, c'est quand même assez important déjà. Ça contribue quand même au bien-être. Ça contribue au bien-être, ça permet quand même d'être un temps soit peu à l'aise. On va pas se mentir là-dessus. Mais pour moi, ça devrait pas être une fin en soi. D'accord, tout simplement. C'est pas ça qui doit driver en fait comme la manière dont on se projette dans l'avenir. Exactement. Parce que j'en connais plein qui ont accepté de travailler pendant 6 mois sur des projets qui n'étaient pas très bien payés. Mais à la fin de ces projets, ils étaient heureux. Et à la fin, finalement, ils se sont construits quelque chose, un réseau. Ça dépend vraiment de ce qu'ils te disent en fait. Et paradoxalement, moi je connais des gens qui sont extrêmement bien placés dans leur entreprise, mais qui gagnent leur vie mais de manière extraordinaire, et qui n'arrêtent pas de dire j'en ai marre. C'est ça. Je veux faire autre chose. Je veux faire autre chose. Et le problème, c'est qu'on se retrouve très vite coincé parce que pour arriver à faire autre chose à ce niveau de salaire, ça devient compliqué, effectivement. Sauf si tu te lances dans une initiative personnelle. Personnelle, privée, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, disons-le. Tout à fait. Donc toi, tu t'es posé. Donc tout à l'heure, ce que tu as dit m'a vraiment intéressé parce qu'il te manquait quelque chose, tu sentais qu'il te manquait quelque chose et tu t'es posé pour faire le bilan. Oui. Ce qui est une bonne chose. Est-ce que tu penses que justement pour se reconvertir, parce que moi je reçois énormément de demandes de gens qui me disent voilà, je travaille à tel endroit mais je veux changer de boulot parce que j'en ai marre ou parce que voilà, je m'entends pas avec mon boss, parce que ici l'ambiance n'est pas bonne, etc. Est-ce que tu penses que faire ce bilan-là, c'est une étape importante? Et pourquoi? Pour moi, c'est une étape importante si on veut vraiment en fait se reconvertir. Maintenant, le gros souci qu'on rencontre, et même moi je l'ai rencontré,
c'est de pouvoir trouver en face de soi des personnes qui puissent vraiment te faire confiance, qui puissent comprendre que tu es en train de te reconvertir et que tu as les compétences, les capacités pour cette reconversion. Et ça, c'est pas toujours aisé à trouver. D'autant plus que tu n'avais pas forcément les bons diplômes, enfin les Exactement. diplômes correspondant à cette nouvelle orientation. Exactement. J'ai jamais étudié la communication à l'école, ni dans les universités. Je l'ai apprise en fait. Et c'est quelque chose que j'ai pu apprendre très très vite. Et pour moi, il y avait une certaine facilité qui a fait qu'en fait, je me suis dit, ah oui, et il faut que tu réfléchisses vraiment, est-ce que tu as fait le bon choix et tout. Oui. Pendant un moment, j'ai refait un petit bilan. Et du coup, je me suis dit, oui, il faut que je me reconvertisse dans la communication des organisations. Et là, je pense que le point de départ pour moi, c'est que j'ai rencontré une personne à l'UNESCO qui m'a compris. D'accord. C'est pas évident à trouver. Mais quand comment tu as fait pour intégrer l'UNESCO? Alors, ça c'est un secret. C'est un secret de polichinelle, mais je vais le dire d'une manière très simple. Pour moi, dans la vie, il faut se construire un réseau. Oui. Pour moi, c'est la base. Et pour moi, se construire un réseau, c'est pas seulement juste connaître les bonnes personnes et puis ça s'arrête là. Non. J'ai eu l'opportunité d'avoir un blog. Oui. Sur le blog RFI. Oui. Qui m'a donné une grande visibilité. Mondoblog. Ça, c'est la première des choses. Non, son blog n'est pas Mondoblog. Hein. Non, je sais, moi je connais Mondoblog. Oui. non, c'est pour dire qu'il est dans un grand réseau. Oui. Donc, où les grands blogueurs se retrouvent. Voilà. Et si tu as lu certains articles d'élèves, tu te rendras compte qu'il réfléchit. Tout à fait, tout à fait. Okay. Et donc, c'était le point de départ déjà à la base. Mais à côté de ça, j'ai eu aussi j'ai pas ce problème quand je dois m'approcher des gens en fait et discuter avec les personnes. Parce que quand tu ne fais pas le pas, quand tu ne vas pas vers les autres, tu ne peux pas t'ouvrir en fait d'autres brèches. Et pour moi, c'était très important, c'est ce que j'ai fait pour intégrer l'UNESCO, tout simplement. C'est juste que j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai contacté certaines personnes, clairement, je veux une expérience à l'UNESCO, comment je fais? Tout simplement. Il faut demander. Aussi simplement. Donc le bottom line is, il faut demander. Quand tu veux quelque chose, il faut oser demander. C'est pas seulement qu'il faut demander, mais il faut être précis dans sa demande. Dans sa demande, oui. Il faut que l'interlocuteur sache en fait que tu sais ce que toi tu veux et pourquoi tu le veux. Et dès que justement celui qui était en face de moi l'a compris, c'était très facile de me mettre en contact. De t'orienter et c'était parti très vite. J'ai eu mon entretien avec deux personnes, une québécoise et un franco-togolais, et puis c'est parti très vite. En français, en anglais, et voilà. Donc, pour moi, je pense qu'il faut travailler cela en fait. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Oui. Pour moi, c'est quelque chose. En parlant d'école, on a parlé donc dans la créa que Nyanya a fait, des choix académiques. Publicité gratuite. Je prépare ma reconversion également. On sait jamais. Des choix académiques. Ouais. Et j'aimerais qu'on parle de ça. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de gens, je veux dire, se perdent, notamment les jeunes là, dans le choix donc, des écoles, des métiers par rapport à leur plan de carrière. Donc, qu'est-ce que toi, tu leur conseillerais? Alors, ça, c'est un gros débat, en effet, parce que j'en discute avec des amis assez souvent. J'en ai encore discuté avec un grand ami hier, justement. Et je pense, honnêtement, que le rôle des parents est très important dans le choix académique des enfants. Ça, c'est la première des choses que je pense. C'est également sujet à débat, mais vas-y. Mais à côté de ça, selon ce que j'ai remarqué auprès de mes propres amis, c'est qu'à la base, lorsqu'on a son bac, par exemple, soit un bac littéraire ou un bac, on sait rarement ce qu'on veut faire. On sait rarement ce qu'on veut faire. Je suis d'accord. On sait juste qu'en fait, quand on fait le droit, on devient avocat. Les parents veulent bien qu'on fasse la médecine. Mais c'est pour ça que je dis, justement, quand tu dis que en tout cas l'accompagnement des parents est très important, c'est là que j'aimerais quand même poser un bémol, parce que ce qui se passe souvent, c'est que les parents se projettent eux-mêmes, ils projettent leurs propres envies, sans tenir compte en réalité des aptitudes, des capacités de leurs enfants.
Un enfant qui dessine super bien et qui a une passion pour le dessin, les parents sénégalais, il est très rare d'avoir des parents qui vont dire je vais t'envoyer dans une école de beaux-arts. Par exemple, ou d'architecture. Exactement. Tu vois, donc c'est extrêmement rare. Ouais. Et effectivement, quand on passe le bac, on est très jeune, on sait rarement ce qu'on veut devenir, à moins d'avoir une passion très, très, très bien définie. Et je suis d'accord que le rôle des parents est très important. Mais justement, il faudrait que les parents aillent plus loin que leur propre envie. Après, c'est vrai qu'ils veulent protéger leur enfant, en se disant c'est plus sûr qu'il fasse du droit ou qu'il fasse médecine, au moins il ne chômera pas. Oui, c'est ça. Mais en fait, bon. Pour moi, il y a quelque chose qui est important, c'est que les parents doivent impliquer l'enfant dans leur choix. Et essayer de faire une découverte vraiment approfondie de ce que leur enfant souhaite faire dans le futur. Et parce qu'effectivement, dès le bas âge, avec les jeux, on peut avoir une idée à peu près des centres d'intérêt. Les jeux ou les films que l'enfant a l'habitude de regarder, ainsi de suite. Ou bien ses héros préférés. Donc ça peut donner une idée. Ça demande une communication, effectivement, mais bon, en Afrique, on a du mal à communiquer justement avec nos enfants. La communication intergénérationnelle n'est pas très... Et c'est quelque chose qu'il faudrait régler pour que l'enfant ait confiance. Déjà de s'ouvrir à toi sur ce qu'il aimerait faire demain. Le choix des écoles, pour moi, au-delà même du post-bac, ça se fait à la maternelle. La maternelle. Parce que le réseau dont tu as parlé se construit à partir de là-bas. Ça, c'est hyper important. Je veux dire, son réseau, c'est le réseau de l'école. Moi, pareil, c'est le réseau de l'école. Et donc, ça, c'est un investissement que les parents doivent avoir. L'autre aspect, c'est que c'est la confiance qu'on doit porter, à mon avis, sur son enfant. Donc c'est quelque chose de capital. C'est vrai, je pense aussi. Mais il y a un autre point également, dans le choix académique, souvent on se dit, ok, je veux faire du droit international, je veux faire ci, je veux faire ça. Par contre, moi je pense également que les écoles ont un rôle à jouer dans l'orientation parce qu'il y a une chose que l'enfant ne saura jamais. C'est quelles sont les compétences nécessaires, quelles sont les aptitudes nécessaires pour réussir dans ce travail-là. S'il est bon en maths ou s'il est bon en histoire, etc., où il apprend par cœur, il est bon à apprendre par cœur et que les profs disent ok, on va l'orienter en droit parce qu'il va y arriver parce qu'il s'agit d'apprendre par cœur le droit, ça ne marche pas. Parce que derrière, après, pour être avocat, il faut avoir certaines aptitudes, il faut avoir certaines compétences, etc. Donc je pense que l'orientation également doit tenir compte de la personnalité de l'enfant, des préférences de l'enfant et tout ça. On va sortir. Moi, ma question va sortir un peu de ce cadre-là. Madame, j'aimerais savoir aujourd'hui si tu as une personne, je veux dire, que tu considères comme étant une référence. Si c'est oui, c'est... Si tu peux en parler. Tu peux en parler. Et pourquoi cette personne, je veux dire, te marque à ce point? Alors, je n'ai pas qu'une personne. D'accord. Déjà. Tant mieux, parce que... J'ai plusieurs personnes. J'ai déjà mon frère aîné. Excellent. Qui est toujours resté mon modèle en fait. C'est bien. L'une des raisons pour lesquelles en fait je me suis autant battu jusqu'à maintenant. Parce qu'il a eu un parcours éclatant, si je dois le dire ainsi. J'espère qu'il nous regarde pas. Il te suit sur les réseaux. On pourra lui envoyer la vidéo pour qu'il sache. D'accord, ok. Et au-delà de ça, je prends toujours la peine de discuter avec les gens qui réussissent dans la vie. Et j'ai discuté avec un ami de mon frère, donc c'est toujours le même entourage. J'ai écouté tout ce qu'il m'a dit. J'ai reparcouru dans ma tête en fait son histoire de A à Z. Aujourd'hui il est aux Nations Unies, mais le chemin qu'il a suivi jusqu'à ce niveau actuel
non seulement c'était pas un chemin facile, mais c'était un chemin de bataille personnelle. Et quand je regarde tout ça, quand j'analyse tout ça, je fais toujours ce petit bilan dans ma tête. Parce que chaque samedi matin, je médite. Chaque samedi matin, à partir de 6h30, je médite jusqu'à 7h30. Et pour moi, c'est important parce que ça permet de se repositionner personnellement sur un certain nombre de choses, sur sa vie, sur ses choix. Ça paraît anodin, mais je vous assure que ça marche très bien parce qu'on a l'esprit plus reposé. Je te crois parce que je médite 15 minutes par jour. Tu vois qu'on se ressemble, chérie. C'est peut-être pour ça qu'on est amis. Moi, je ne le fais pas, mais bon, pour l'instant. Voilà. Mais on tu médites autrement. Oui, voilà. Tu médites autrement. Je médite au balcon. Oui, tu médites au balcon. Ok. Donc oui, pourquoi c'est mon frère et mon modèle? Tout simplement, pas seulement à cause de son parcours universitaire, etc., mais aussi de sa personnalité. Oui. Parce qu'il m'a beaucoup conseillé d'ailleurs dans mes choix. C'est d'ailleurs l'une des personnes qui faisait partie des personnes avec qui je discutais le plus souvent de mes choix académiques, etc. Et je pense que dans la vie, on a toujours quand même besoin, quel que soit son moral, son importance, on a besoin d'un mentor. D'une personne qui, justement, ne nous juge pas, ne porte pas de jugement sur nos choix et tout, mais nous fait des propositions, des suggestions et nous dit, va réfléchir et après on en reparle. Et je pense que mon frère a joué ce rôle et continue de jouer ce rôle quand même dans ma vie. Quelle phrase t'a marqué, je veux dire, venant de lui Ça, c'est la grande question, ça. Philippe est inspiré aujourd'hui quand même, il faut dire. Hein? Toujours. C'est plutôt moi qui utilisais une phrase quand on finissait de discuter. Toute chose a une fin. L'important, c'est ce qu'on en fait. Voilà. J'ai déjà vu ça dans une de tes publications. Et c'est la phrase que j'utilise toujours dans la plupart de mes publications parce que pour moi, c'est vraiment le plus important. Toute chose a une fin. Exactement, Mais je suis entièrement. Et C'est ce qu'on fait du parcours. C'est ça. Et c'est qu'on retiendra d'ailleurs. Et c'est tout ce qu'on retiendra en réalité. Gagnant. En espérant que ce soit rien de mal, surtout. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Donc pour résumer au début, donc pour revenir sur la question de la reconversion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour dire qu'ils veulent changer de travail. Oui. La première étape, donc, c'est le bilan. Oui. Le bilan personnel pour déterminer ce qu'on sait faire et ce qu'on aime et vers où on veut aller. Oui. Tu as parlé d'une autre chose très importante, c'est que tu n'avais pas la formation au départ pour faire de la communication. Tu n'avais jamais eu cette formation ni à l'école ni à l'université. Oui. Donc quand tu as déterminé ton objectif de reconversion, tu as décidé de te former. Exact. Donc tu as accumulé deux approches, tu t'es auto-formé. Oui. Et tu t'es également inscrit, si je ne me trompe, dans des structures qui t'ont permis de développer ce côté, c'est ça? Oui, c'est ça. Par exemple, j'avais suivi une formation avec rue 89 D'accord. à Paris. C'est une formation qui m'a quand même, c'est une formation gratuite, bien évidemment. À la fin, il fallait payer, je pense, 50 €, je ne sais pas trop. Ça, c'était pas un problème. Donc, pour moi, c'était juste de savoir concrètement comment les choses marchent, parce que c'est vrai que c'est bien de s'auto-former en restant juste sur le net, en voir des trucs sur YouTube, mais je pense qu'à un moment donné, il faut pousser plus loin pour ne pas faire d'erreur quand même dans son monde professionnel, parce que c'est vrai qu'il faut faire quelque chose qu'on aime. Je vais dire un gros mot, mais il ne faut pas faire de conneries. Voilà, c'est très important, parce que c'est justement cela qui peut pousser l'employeur à se dire, ah oui, au fond, c'est parce que vous ne vous êtes pas formé à l'école que vous faites autant d'erreurs. Oui, effectivement, ça peut être une porte ouverte à la critique. C'est ça. Mais à côté de ça aussi, Vas-y, non, termine, à côté de ça aussi, j'ai pu aussi discuter avec des personnes qui travaillent déjà dans ce secteur, parce que pour moi, c'est important. C'est bien de se former, de voir comment ça se passe, de discuter avec des professionnels et en même temps de discuter avec des personnes qui évoluent dans ce secteur depuis 5-10 ans pour connaître un peu les réalités aussi de la chose et de voir peut-être si on n'a pas oublié une partie concrètement ou si peut-être on n'a pas oublié peut-être des parties. Pour moi, c'était important de faire tout ce tour. C'est vrai que ça a été
Un vrai parcours de combattant, ça a été rapide parce que c'était beaucoup de mois de travail personnellement, mais ça s'est bien passé. Voilà. Il y a quelque chose qu'on va démarrer avec toi. Oui. Là, c'est un dictateur peut-être qui parle. C'est qu'il faudrait que les gens qu'on invite souvent au balcon acceptent de jouer le rôle de mentor, mais avec de vrais mentis. On va vous confier peut-être 2 personnes, parce que bon, tu l'as dit, tu as été aidé, tu as été inspiré par des gens, et nous également, on pense que tu es quelqu'un, je veux dire, d'inspirant. On a envie de te confier, donc 2 jeunes, frères ou sœurs, on ne sait pas, mais que tu puisses aider dans leur projet professionnel, les conseiller donc de temps en temps. Et je pense que c'est comme ça, même si c'est à distance, parce que tu n'es pas là, mais c'est comme ça qu'on peut aider donc les jeunes et de créer demain nous une vraie communauté, du balcon, aussi exactement. Une vraie communauté de reconvertis. Exactement. Donc ça c'est. Enfin, une vraie communauté, pas seulement pour la reconversion, mais voilà. Un mentor, c'est important pour tout le monde, effectivement. Je pense que nous tous, on en a eu pour être arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. On a tous eu quelqu'un qui a cru en nous et qui nous a écoutés, qui nous a conseillés, sans jugement. Qui ne me juge pas. Sans jugement. Et qui nous a permis, en fait, d'exprimer notre plein potentiel. Très bien. Donc moi, j'adhère totalement à cette proposition. Je suis à fond là-dedans déjà. D'autant plus que ce que je ne sais pas, c'est que Edam, quand je l'ai rencontré, justement, encadrait des jeunes. Oui, c'est vrai. Et cherchait des mentors. Mais parle-nous-en. Et cherchait des mentors, justement, pour juste, les accompagner, des jeunes entrepreneurs, leur donner des conseils, etc. Et c'est comme ça que j'ai connu Edam. En parlant de ça, je pense qu'il y a Sobel qui nous regarde. Qui sera probablement donc un invité très bientôt qui nous parlera d'une initiative donc similaire qu'il fait avec sa structure. D'accord. Parle-nous 2 minutes de... Alors, rapidement, j'étais le président de l'association Jeunes Entrepreneurs Africains. Et donc, c'était justement en cette période que j'ai rencontré Marianne. On a très bien sympathisé d'ailleurs. Et nous avions lancé en fait un programme Un jeune, un mentor, dans ce moment-là. Et nous avions, je pense, 15 jeunes qu'il fallait encadrer. Et je recherchais d'autres mentors pour qu'on puisse travailler ensemble pour aider ces jeunes justement à pouvoir, encadrer et mieux développer leur projet à l'avenir. Et bien évidemment, Marianne a accepté et on a justement réalisé cela avec un collab. Oui, effectivement. C'était de bons souvenirs parce qu'on a fait un travail formidable ce jour-là. Merci. Et on a certains jeunes, n'est-ce pas, Brice, qui ont réussi quand même de belles aventures et ça conforte en fait dans l'idée que au moins ça sert à quelque chose. Le giving back, c'est très important. Merci beaucoup. Merci. Mais alors, avant de dire au revoir, chérie, attends. Parce que moi j'ai un dernier point sur les formations justement. En plus d'être mentor, aujourd'hui, nous, asseyez-vous, s'il vous plaît, messieurs. Il y a un outil de collaboration qu'on utilise aujourd'hui. Nous on l'utilise chez Lisa, mais il est vrai qu'on ne l'exploite pas vraiment parce que, je ne sais pas si c'est supposé être user-friendly ou pas. Ça dépend. Mais voilà, ça dépend. Et tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Donc aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on n'exploite pas vraiment le potentiel de ces outils-là. Et Edem, justement, propose des formations, donc notamment sur Slack et sur Trello. Donc si tu veux nous en parler, parce qu'en fait, on va organiser des formations, justement, et on pense à Edem pour les années. Alors, Slack, c'est quand même un outil collaboratif très, 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 très important, à mes yeux, honnêtement. C'est pas vraiment à utiliser seulement entre amis, mais c'est vraiment à utiliser au bureau. Mais ce qui est bien avec Slack, c'est qu'on peut créer plusieurs chaînes. Donc, il peut y avoir une chaîne random, par exemple, où on parle de tout et de rien. Genre, il y a un problème, donc je ne pourrais pas être là, attends, et tout, etc. Une
random, c'est entre nous. Et on peut avoir une chaîne Job Stories, organisation des Job Stories, d'accord. On peut avoir une chaîne événement, on peut avoir une chaîne, je sais pas trop, organisation de tel ou tel truc. Bref, on a une chaîne en fait pour chaque chose qui semble importante. Dans la vie de l'entreprise. C'est ça. Et c'est important aussi de pouvoir permettre aux gens de discuter un peu à côté d'autres choses, pas seulement sur WhatsApp, mais entre collaborateurs, parce que ça manque en fait. C'est vrai, les échanges entre collaborateurs sont pas au forcément... bureau, on est ensemble et tout, mais parfois on n'échange pas forcément, on se connaît pas. C'est ce qui a donné naissance à Twitter. Bon, peut-être qu'un jour, on va parler voilà. de ça. Donc c'est assez bien, parce que moi je l'ai utilisé avec Samsa et honnêtement c'est un outil que j'ai adoré parce que ça m'a permis de mieux connaître mes collaborateurs et ça leur a permis de mieux me connaître aussi. Pour les petites blagues et tout, plein de choses. Même la manière de travailler, la manière de répondre et tout, c'est des choses que tu développes justement parce que c'est un outil collaboratif et c'est vraiment très important. Les formations sont prévues quand? C'est quelque chose à déterminer parce qu'Hélène vient d'arriver, donc on a commencé à en parler. Donc pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui nous regardent et qui ont besoin d'un outil de gestion, mais qui en même temps est collaboratif, puisqu'on peut l'attacher à des outils de productivité et autres. Donc on va planifier une formation pour les équipes, pour permettre en fait aux équipes de mieux travailler. Moi je pense qu'aujourd'hui il y a un partenaire qui serait intéressant et intéressé même. On est membre de cette organisation-là qui s'appelle Enablis. Nous, on va voir comment peut-être organiser une formation donc, à certains entrepreneurs qui ont besoin de mieux structurer l'organisation. Ça, on verra ça. Ce sera avec plaisir. Et voilà, ce sera vraiment avec plaisir parce qu'on peut aussi ajouter Trello pour permettre justement au chef de projet de pouvoir suivre ces différents projets, etc. C'est très bien. Écoute, c'est long. Merci beaucoup. Heureusement que le projet était intéressant. Merci d'être venu. Merci Edem. Et j'espère que tu vas revenir très très bientôt.